Olivier Adam d'être là ce soir. Je ne pouvais pas faire moins. Oui. Vous avez volé mon nom de... Merci. Oui, merci aussi aux éditions Flammarion. Et ça s'appelle Les Lisières depuis toujours cette... Et bien justement, j'allais expliquer... J'y viens. Bon, donc on va présenter aujourd'hui ce roman, donc Les Lisières. Bon voilà, on tenait quand même à vous dire aussi qu'on trouvait ça un peu gonflé d'avoir piqué notre nom sans nous prévenir. Donc pourquoi les lisières chez nous? On nous le demande souvent aussi. Les lisières à Roubaix, ben déjà c'est parce que c'est tiré du passé textile de Roubaix. Les lisières, ça veut dire le bord d'une étoffe, donc c'est aussi pour ça que la librairie s'appelle comme ça. C'est bien sûr tiré un peu de l'idée être en marge, être en bordure. Et puis à l'époque, alors c'est pas moi qui l'ai créé la librairie, mais la personne qui l'avait créée, elle s'était inspirée d'une citation de Sainte-Beuve qui disait « Peut-il exister aux confins des doctrines qui se combattent une sorte de lisière où l'on est bienvenu à errer un moment ?» Voilà. Alors du coup, et vous, pourquoi ce titre? D'abord, comme l'a remarqué très justement une journaliste du Monde qui a fait le papier sur mon livre et qui est d'ailleurs sans doute le meilleur papier qu'on m'ait jamais consacré. Les lisières, c'est un mot qui revient, que j'emploie énormément, qui était présent dans quasiment tous mes livres et qui était presque le dernier mot des vents contraires. Et il se trouve que ce livre-ci est quasiment, comme on dit aux États-Unis, un reboot des vents contraires. C'est-à-dire qu'on repart quasiment de la même situation. C'est le même Paul, à Saint-Malo aussi, avec les deux mêmes enfants qui ont le même nom, la même femme qui s'appelle Sarah, sauf qu'au lieu d'avoir disparu, elle l'a juste jeté dehors cette fois-ci. Donc il y a une espèce de... donc déjà, il y a un truc tout bête, c'est que ça fait partie des mots de mon lexique personnel, poétique, littéraire. Ensuite, il se trouve, par les hasards de la vie, que dans la famille de ma compagne, dans sa ascendance, son grand-oncle, c'est René Guicadou, un poète dont j'aime beaucoup le travail. J'ai fait en sorte que sorte une anthologie de René Guicadou récemment chez Point Seuil, préfacée par Philippe Delerme. Et sa femme Hélène Cadou, qui était poétesse aussi, lui a consacré, parce qu'il est mort très jeune, et sa veuve lui a consacré un recueil qui s'appelait Le Prince des Lisières. Et donc, de Prince des Lisières à Enfant des Lisières, il n'y a qu'un pas. Voilà. Alors après, les lisières, bon, moi j'aime bien fonder mes livres sur des constructions poétiques qui font communiquer une sorte de concept, pour aller vite, de l'intime au collectif. Par exemple, quand j'ai fait À l'abri de rien, qui se passait à Calais, sur la question des migrants dans le Calaisie, c'était évidemment l'exil qui était au cœur du livre, et la notion d'être étranger en ce monde. Pour reprendre le titre d'un beau livre de Kevin Canty qui s'appelait Étrangère en ce monde. Et l'idée, elle était que je faisais se converser l'exil radical des migrants qui ont quitté l'Afghanistan, le Kurdistan, l'Iran, l'Irak, pour se retrouver bloqués à Calais, dans l'espace passé en Angleterre, et l'exil intérieur d'une femme qui est devenue étrangère à sa propre vie, qui ne sait plus, au fond, ce qu'elle fait là. Là, le livre, il est parti de la même chose. Il est parti de cette idée de faire communiquer le portrait d'un homme qui se sent en permanence en lisière de tout, de tous les milieux sociaux, de sa propre vie, qui est à la fois toujours absent et présent aux choses, avec un état des lieux de la société, parce que le point de départ du livre, il était cette intuition ou cette vision que j'ai, d'un paradoxe quant à l'évolution de la société française, qui est que l'expansion galopante des zones périurbaines, des zones intermédiaires, des zones pavillonnaires, des banlieues, font qu'au fond, un nombre toujours plus croissant de gens se retrouvent à vivre en marge des centres. Et qu'il se trouve que cette géographie-là, elle correspond assez souvent à une sociologie qui est celle, en gros, des classes populaires et des classes moyennes. C'est-à-dire de plus en plus
les gens des classes populaires et des classes moyennes sont expulsés ou forcés ou souhaitent partir des centres-villes, parce que crise immobilière, crise du logement, impossibilité de se loger dès qu'on a 2 enfants ou un enfant, voilà. Et on en arrive à ce truc-là qui fait que géographiquement, la majorité, le cœur moyen de la société française est géographiquement placé dans des espaces qui sont périphériques, qui sont donc au bord. Et cette disposition géographique, elle rencontre une autre dimension qui est qu'il me semble qu'il y a un sentiment général de ce qu'on appelle le peuple, pour aller vite, d'être à la fois majoritaire, évidemment, par définition, et laissé pour compte, et oublié, et délaissé, et non représenté dans ses aspirations, ses problèmes, son quotidien, non représenté politiquement, mais aussi non représenté par ceux qui sont chargés de représenter. C'est-à-dire que les médias, quand ils nous parlent des gens, personne ne s'y reconnaît. On a l'impression qu'ils sont de leur tour d'ivoire. Quand ils parlent forcément des banlieues, c'est caricatural. Quand ils parlent des zones pavillonnaires, c'est caricatural. Et on sait bien que tous ces braves gens n'ont jamais pris le RER ou jamais pris le TER, ils ne sont jamais sortis du 6e arrondissement de Paris ou des quartiers chics, et qu'ils ont une vision totalement caricaturale parce qu'ils ne les connaissent pas de l'intérieur. Voilà. Et quant à et alors, on peut aller plus loin sur la question de la littérature, au fond, où le tropisme bourgeois de la littérature française, le tropisme des grandes villes et des grands centres, qui peut s'expliquer notamment par la sociologie de l'écrivain français. Nathalie Henrich, qui est une sociologue qui a travaillé dans le laboratoire Pierre Bourdieu à l'époque, a fait un livre qui s'appelle Être écrivain, et où elle montre qu'en gros, 80-90% des écrivains français viennent de la grande bourgeoisie et des grandes villes. Voilà. Alors, ça, c'est pas quelque chose à dénoncer en particulier, c'est juste le système français de reproduction sociale, la manière dont fonctionne l'école et tout ça, qui fait que globalement, les journalistes, les politiques, enfin tous ceux qui tiennent la parole et qui incarnent ce que j'appelle le centre, et le centre, ça tient dans 3 arrondissements de Paris finalement, viennent tous de cette formation des élites qui est, entre guillemets, qui se vivent comme des élites ou qui sont considérées comme des élites. Qui sont dans ce cursus-là, et cette reproduction sociale-là, et cet entre-soi. Là. Alors ça fait qu'au fond, comme les écrivains, et ils ont bien raison, parlent jamais mieux que de ce qu'ils connaissent, bah, au fond, on en arrive à ce que la littérature française, qui est censée dire quelque chose de la société française, elle a quasiment déserté ou longtemps ignoré le cœur même, le lieu commun, le visage commun de la société française. Voilà. Le visage de la France aujourd'hui, on peut le déplorer comme Télérama qui fait un titre sur la France moche, ou s'en féliciter, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut se résigner ou se résoudre à ce qu'il soit cette France, de plus en plus cette France des lisières, cette France des zones périurbaines, cette France périphérique, cette France des banlieues, parce qu'elle accueille tout simplement maintenant des millions de gens et qui se confondent en plus avec le noyau dur de la société française qui sont ces classes populaires. Voilà. Donc, je voulais interroger cette réalité-là, mais moi je ne fais pas des essais. Donc, évidemment, pour travailler ces questions-là, il me faut un personnage. Et comme je disais tout à l'heure, ce personnage, évidemment, il fallait qu'il soit en lisière, et notamment parce que, comme je crois que la géographie, l'espace social, urbain ou non, dans lequel on grandit, nous fonde aussi, nous fonde tous un peu. Je l'ai radicalisé, extrémisé dans ce livre-là, en considérant que ce personnage-là, que les lieux avaient déteint sur lui. Qu'au fond, d'avoir grandi dans ces banlieues dortoirs, pavillonnaires, sans histoire, sans contour défini, sans centre, avait fait de lui un être aussi à l'identité floue, périphérique en lui-même, qui est toujours à la fois là et pas là, qui se tient toujours en lisière des autres et qui met à sa place à la fois nulle part et qui a sa place partout. J'en ai rajouté en considérant qu'il venait des petites classes moyennes. Petites classes moyennes, ça veut dire que
vous n'étiez pas des classes populaires avec toute la culture que ça a longtemps supposé, qui aujourd'hui n'existe plus tant que ça, mais il n'est pas non plus de la bourgeoisie avec la culture et les valeurs que ça suppose. Donc il est toujours le cul entre deux chaises pour parler vulgairement. Et ça aussi, notre position sociale, c'est une lisière. Ce personnage-là, il vient d'un milieu ouvrier, il est devenu écrivain. Évidemment, comme tous les parents, comme toutes les familles de travailleurs, ses parents ont souhaité ardemment qu'il mène une meilleure vie qu'eux, qu'il fasse des études, qu'il accède aux lettres, à la connaissance, et en même temps, suivant ce vœu-là, il est projeté dans un univers qui crée une distance. Qui crée une distance qui est celle du savoir, etc., des lettres. Et puis, en même temps, alors lui, ce personnage-là, c'est encore plus extrême, parce qu'il est écrivain, alors il y a un côté... voilà. Et il est projeté dans un monde, parce qu'il a du succès, qui est celui de l'hypercentre, de la bourgeoisie intellectuelle, de la haute bourgeoisie intellectuelle qui domine le monde des lettres, Saint-Germain-des-Prés, pour aller vite, et où, lui, ne se sent pas non plus à sa place, parce que du monde d'où il vient, il est devenu un intello, pour aller vite, ayant un mode de vie assez bourgeois, une espèce de bobo, pour aller vite. Et dans le monde littéraire qui l'accueille, il trimballe ses complexes paranoïaques en partie, mais pas seulement, de classe qui font qu'il a toujours été incapable de rentrer dans certains lieux, de ne pas se sentir rabaissé par l'étalage de manières de vivre, de références, de manières d'être qui sont d'usage dans ces milieux où naviguent des gens qui ont grandi dedans et pour qui c'est une évidence. Voilà. Donc la classe sociale aussi, les phénomènes d'ascension sociale, de friction entre les sociales, c'est aussi une lisière.